Tout de suite, c'est l'heure de l'invité du grand journal Média 1 Morning. Le groupe armé M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 s'est emparé samedi de la ville clé de Masisi, à environ 80 km à l'ouest de Goma. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Henri Nzouzi, analyste politique. Bonjour Henri Nzouzi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Alors, en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, les rebelles du M23, après des combats intenses contre l'armée congolaise, se sont emparés de Katal, selon plusieurs sources locales. Et puis, le M23 revendique également la prise de contrôle de Masisi. Comment expliquer cette avancée du groupe rebelle, le M23 ? Alors d'abord, je tiens quand même à préciser que le M23 est soutenu par le Rwanda, qui est partie prenante au processus de Luanda, initié donc par l'Union africaine, qui a compris angolais, soit de conduire les négociations entre la RDC d'une part et le Rwanda d'autre part. Pour ce qui est de Masisi Centre, une autre précision qui mérite d'être faite ici, il s'agit d'une localité rurale et non pas d'une ville, puisque le Nord Kivu ne comporte que 3 villes, en fait, c'est Goma, Bini et Butembo. Donc c'est une zone qui, effectivement, est passée donc sous contrôle, mais il faut préciser que dans le même temps, les troupes congolaises de l'armée régulière ont progressé, et c'est une information qui vient de la MONUSCO, notamment sur l'axe Bouéné-Arama, dans la chefferie des Bachende. En juillet 2024, la République démocratique du Congo a signé un cessez-le-feu avec le groupe M23, un cessez-le-feu qui est entré en vigueur en août, mais des incidents réguliers entre rebelles et forces armées congolaises l'ont déjà mis à mal. Au total, une demi-douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été décrétés puis violés dans l'est de la RDC. Pourquoi ce cessez-le-feu a-t-il échoué et quels sont ses points d'achoppement ? Alors, la première chose qu'il faut relever, c'est qu'en 2022 avait été signée une feuille de route qui proposait justement un certain nombre d'étapes pour essayer précisément de décrisper la situation, qui prévoyait notamment le retour des populations déplacées dans leur lieu d'origine, un retrait notamment des troupes du M23, et puis un engagement plein du Rwanda pour collaborer notamment avec le mécanisme ad hoc de vérification qui avait été mis en place. Malheureusement, ce que l'on a pu constater, effectivement, après la multiplication des violations du cessez-le-feu, c'est qu'en fait, le Rwanda ne jouait pas franc jeu, puisque cela est fort documenté par différents rapports onusiens. Le Rwanda apporte un soutien à la fois matériel et logistique au M23, ce qui d'ailleurs a conduit, il y a de cela presque 2 mois, à la mise en place du concept opérationnel qui prévoyait notamment un plan de neutralisation des FDLR, les fameux rebelles rwandais, mais également un retrait des troupes rwandaises et de leurs supplétifs du M23. Le Rwanda s'est engagé dans ce processus en sachant pertinemment bien que le M23 ne se sentirait pas solidaire ni lié par cet accord, ce qui explique d'ailleurs la posture actuelle du Rwanda qui, aux dernières nouvelles, tout le monde s'en souvient, le 15 décembre dernier, a annulé de manière unilatérale la rencontre au sommet entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi au motif que la RDC devait d'abord négocier avec les rebelles du M23, ce qui, du point de vue de Kinshasa, est totalement inacceptable. Justement, vous parlez du Rwanda, des soupçons se cristallisent sur un soutien du Rwanda au profit du groupe M23 de la part du Rwanda. Quel est le rôle réellement du Rwanda et pourquoi les rebelles M23 attisent-ils des tensions entre Kinshasa et Kigali ? Alors, ce qu'il faut rappeler aussi d'emblée, c'est que les revendications du M23, c'est évidemment la protection d'une minorité qui, en réalité, n'a jamais été en danger. Et cela a servi de commerce longtemps,
notamment par le Rwanda, qui a d'ailleurs une conception en fait, tient le en zone d'influence, et ce qui explique d'ailleurs que depuis 1998, le Rwanda a précisément utilisé des proxys. Tout le monde se souvient du RCD Goma, ensuite nous avons eu le CNDP, puis le M23, qui d'ailleurs, il faut bien le rappeler, avait été fait en 2013, contraint de signer les déclarations de Nairobi, ce qui avait mis fin au conflit. Malheureusement, 8 ans plus tard, on s'en souvient, en octobre 2021, les hostilités ont repris. Et ces hostilités ont repris parce que, il faut bien le dire, il y avait au niveau de la sous-région une plus grande prise de conscience sur la manière de résoudre les conflits, notamment vis-à-vis des groupes armés. Mais à un moment donné, les intérêts du Rwanda n'ont pas été satisfaits. Et c'est de cette manière-là d'ailleurs que le M23 a été réactivé. On le voit, c'est un problème très compliqué où le Rwanda préfère, pour des raisons de consommation extérieure, s'engager dans un processus au niveau de Luanda, mais tout en laissant au M23 son principal groupe armé le soin de continuer à avancer sur le terrain pour contraindre Kinshasa à des négociations. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui effectue actuellement son second mandat, a promis d'écraser l'insurrection et de maintenir l'intégrité territoriale de son pays. Cependant, les efforts militaires du gouvernement se sont heurtés à une forte résistance de la part du M23, bien armé et bien organisé. Y a-t-il d'autres soutiens à part le Rwanda? Qui sont les autres acteurs dans ce conflit? Alors, à l'heure actuelle, bien évidemment, vous avez les forces armées de la République démocratique du Congo qui comptent sur leurs propres efforts. Il y a effectivement un certain nombre de mesures qui ont été prises pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Il y a également un soutien logistique apporté par la MONUSCO, mais également par le contingent de la SADC qui prête main forte notamment à l'armée nationale pour des opérations spécifiques. Pour autant, il faut bien le savoir, nous sommes en période de guerre, c'est un processus qui demande du temps. Il est vrai que la négociation, la discussion est une des manières d'explorer toutes les voies de recours pour revenir, je dirais, à une paix durable. Le problème, c'est la mauvaise foi de certains interlocuteurs. Et on pense notamment au Rwanda qui, jusqu'ici, avait plutôt affiché une bonne disponibilité d'esprit, mais qui, au dernier moment, probablement pour des raisons d'intérêt particulier ou conjoncturel, a préféré éluder sa propre responsabilité, qui est largement documentée dans la situation qui prévaut à l'heure actuelle à l'est de la RDC. Monsieur Henri Nzouzi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci infiniment.